souci. Alors, on est parti et du coup, dis-moi comment je peux t'aider. Alors, bon, je me présente vite fait pour que tu cibles le truc. Moi, je suis kiné, je suis prépa physique aussi. Ouais. Je suis T'es kiné, où? je suis à Rennes, Hmm. en Bretagne. Ça marche. Super. Du coup, moi, j'ai une pratique un peu hybride de la kinésithérapie. Je fais plus beaucoup de kiné au cabinet, tu vois, je fais beaucoup de suivi à distance, un peu comme Ok. Fred fait. D'accord. Enfin, voilà, on travaille à peu près pareil, on se connaît bien. Ça marche. Je suis formateur aussi. Mhm. La question que je vais te poser va surtout porter sur la formation. Je suis formateur pour des kinés et pour des coachs, surtout pour des kinés. Moi, j'ai une pratique qui est quasi exclusive sur l'épaule. Donc, je donne beaucoup de cours sur l'épaule parce que c'est mon expertise, on va dire. Ok. Et je donne un nouveau cours là sur la réathlétisation de l'épaule. Bon, c'est un sujet que je maîtrise parce que voilà, je fais que ça, tu vois. Du coup, normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, en fait, j'aimerais que tu m'aides à créer un truc pour les gars que je forme, qui va permettre surtout d'évaluer les profils, on va dire, assez rapidement des personnes qui vont avoir en réathlé. Je m'explique. Quand quelqu'un arrive à notre cabinet, qui s'est blessé à l'épaule, un sportif ou un non-sportif d'ailleurs, qu'on veut faire une vraie réathlétisation de qualité, il faut qu'on passe par tout, tout le travail physiologique qui est important pour pas que la personne elle se déconditionne. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Euh, Aujourd'hui, tu vois, les kinés, ils sont quand même assez intéressés par ça, sauf qu'ils n'ont pas vraiment les outils pour le faire. Moi, je sais le faire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, moi, j'évalue vraiment mes athlètes de manière individuelle. Tu vois, j'évalue leur sport, je regarde quel type d'effort ils font dans leur sport, etc., à quoi ça va plus ressembler pour m'orienter vers un travail plutôt, je vais dire n'importe quoi, plutôt très intense ou plutôt très long. Enfin, voilà, je suis beaucoup tes travaux là-dessus et c'est super intéressant. D'ailleurs, merci. Merci à toi. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais, tu vois, permettre aux kinés que je forme de leur donner une petite batterie, je mets ça entre gros guillemets, de tests d'effort facile à faire à leur cabinet. Tu vois, c'est là où le souci va être. Mhm. Facile à faire à leur cabinet pour évaluer un petit peu sur quel point les athlètes qu'ils ont en face d'eux sont déficitaires Mhm. en termes de filière énergétique, tu vois, de profil physiologique, etc. Et ce qu'il faudrait justement qu'ils leur fassent travailler en plus de leurs blessures d'un point de vue énergétique pendant leur phase de réathlétisation. Sachant que la plupart à leur cabinet, moi j'ai tous les ergos, donc j'ai de la chance. Je sais que eux, non, potentiellement. Enfin, la plupart des kinés, en tout cas, n'ont pas tous les ergos. Au mieux, ils ont un rameur. Sinon, ils vont avoir un bike, mais c'est pas forcément, tu vois, c'est pas des concepts, donc c'est pas forcément facile d'avoir toutes les données, etc. J'aimerais un Mhm. truc, tu vois, j'aimerais créer un truc plus abordable, sachant que ce sera forcément pas parfait en termes d'évaluation, mais j'aimerais voilà leur donner des billes facilement pour qu'ils puissent voilà, évaluer quelqu'un d'un point de vue énergétique sans trop se casser la tête non plus, parce que c'est pas non plus le cœur de notre métier, tu vois, faut pas qu'ils s'inventent non plus prépa physique, ça, il reste kiné, mais avoir un truc pour permettre que la personne elle se déconditionne le moins et lui faire un travail qui est spécifique à ses besoins. Je sais pas si je Mhm. suis clair dans ce que je t'explique. Ouais, t'es clair. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que tu penses différencier entre les différents besoins des différents athlètes selon leur discipline, en sachant que même si on prend, tu vois, tu prends un triathlète, par exemple, qui fasse et disons qu'on a toutes les informations entre guillemets physiologiques, disons que je leur ai fait un profil complet, donc on a leur premier seuil, leur puissance critique ou leur vitesse critique en course à pied et leur VO2 max, même avec ces points d'ancrage principaux qui nous permettent ensuite d'orienter le travail, et ben, si tu fais du sprint, du 70.3 ou de l'Ironman, et ben, tes besoins vont être différents et ce que tu devrais prioriser va être différent à ce moment-là aussi. Euh, pour simplifier, quelqu'un qui fait du sprint va plus avoir besoin de sa VO2 max et son deuxième seuil, alors que quelqu'un qui fait de l'Ironman, eh ben, il va plutôt devoir privilégier son premier seuil et sa puissance critique. Donc, tu vois, pour parler aux deux bouts du spectre. Donc, je pense que c'est la première question que je poserais, c'est se dire ben, quel va être le besoin de l'athlète par rapport à sa discipline parce que ça va influencer ensuite qu'est-ce qu'on décide d'essayer de quantifier. Donc ça, ce serait la première question. La deuxième, je pense, que j'utilise sur mes profilages et qui m'apporte énormément d'éléments de réponse par rapport à ce que je vais ensuite donner à l'athlète, c'est simplement un questionnaire sur leur historique d'entraînement des 2 derniers mois. Et sur le côté énergétique, ça pourrait être axé uniquement là-dessus. Donc, ça pourrait être axé sur
combien de minutes par semaine ou combien d'heures par semaine est-ce que tu effectues à une intensité en dessous de 5 sur 10. Donc, et puis, tu peux mettre entre parenthèses aisance respiratoire, pas de fatigue générée, tu vois, donc du travail on va parler en domaine modéré, en dessous du premier seuil. Et ensuite, tu peux aussi poser la question combien de séances par semaine, donc de type conditionnement, sont effectuées à plus haute intensité, en intervalle ou en continu, de quelle nature, à quelle fréquence. Et comme ça, tu as déjà, en fait, pour l'athlète qui vient vous voir, en amont, tu sais déjà ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et après, avec un peu de jugeote par rapport à leur sport, leur discipline, déjà rien qu'avec ce questionnaire, sans même les tester, après le test, il nous apportera d'autres pièces et j'y viendrai, mais sans même les tester, tu sauras déjà, ah ben celui-là, il semblerait qu'il fasse déjà bien son travail de fond, donc certainement que du travail de plus haute intensité pourra être bénéfique pour lui, ou au contraire, ah ben voilà, on a tu as un type d'athlète que tu vois le plus souvent ou une démographie en termes de sport, en termes de discipline qui vient souvent chez toi? Moi, oui, mais moi, je suis biaisé, enfin, moi, je suis biaisé parce que je ne vais pas être représentatif de leur population à eux. Moi, j'ai beaucoup de crossfitters. Donc, D'accord. tu vois, je suis dans l'interférence. Moi, c'est plus facile parce que du coup, j'ai tout à leur faire bosser et Ouais. ils savent à peu près quels sont leurs points faibles. Enfin, ils sont plus faciles à évaluer, on va dire, parce que déjà, ils se connaissent un petit peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ouais, donc toi, tu peux d'entrée de jeu, tu peux mettre, tu as besoin de faire plus de zone 2 Ouais, directement, voilà, c'est de ça. manière générale. Mais ouais, donc si on parle d'une démographique plus large ou de plusieurs démographiques dans le cas des différentes personnes avec qui tu travailles, des différents kinés avec qui tu travailles dans ce processus, je pense que ouais, déjà avoir une idée de peut-être même, et ça, ce serait peut-être à toi de faire ce travail en amont, de te dire, et de faire un profil Je l'ai type. fait. Je pense que, tu vois, je me suis dit, j'aimerais leur faire un truc pour un nageur, Voilà. quelqu'un qui fait je sais pas, du 200, tu vois, un truc classique, on va dire. Quelqu'un qui fait un sport de lancer en équipe, genre du volley ou du hand, tu vois, je sais pas combien de temps ça dure le hand, ça doit être 4 fois 20 minutes, 4 fois 15 minutes, je sais plus. Mhm. Et un crossfitter. Tu vois, un truc 3, parce que pour moi, le crossfitter, sachant que ça parle d'épaule, hein, ça va plus s'apparenter à un combattant, qu'on peut avoir aussi beaucoup sur le type d'effort, même si c'est pas vraiment la même chose, tu vois. Haute intensité, intermittent, etc. Je pense que si on fait ces 3 spectres-là, ça fait un truc assez différent et qui est facilement on peut facilement le retranscrire sur d'autres sportifs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que je ferais quand même une séparation. Tu as mentionné le volley, un très bon exemple, mais qui est vraiment un sport qui est à nature pliométrique, hein, quasiment, pas pur, Oui. mais il n'y a pas vraiment il y a très peu de paramètres de course à pied à proprement parler. Tu vois, C'est donc vrai. je ferais la séparation entre un sport comme ça qui est très Mm. pliométrique, donc très vertical, on va dire, et après, tu as les sports intermédiaires comme le basket qui est un peu entre les deux, mais après, tu pars sur l'autre bout du spectre avec le foot, le rugby, où tu voyages beaucoup plus de manière horizontale et beaucoup moins de manière verticale. Et je pense aussi à considérer sur ces différents sports la charge de travail sur un match, notamment, tu vois. Le footeux, il ne va Mm. pas courir plus de distance que le rugbyman, donc c'est normal que sur le travail de conditionnement, s'il fait des courses tempo, par exemple, pour la base, eh ben, il aura besoin d'un volume qui sera plus conséquent que le rugbyman. Un basketteur n'aura pas besoin des mêmes paramètres de course non plus qu'un footballeur. Donc, ça peut peut-être être intéressant d'établir un profil type pour ces différents sports, donc peut-être d'élargir un petit peu le spectre des différents sports que tu vas pouvoir couvrir en donnant des lignes directrices générales et simplement ensuite en superimposant les réponses au questionnaire et le profil type pour le sport donné. Déjà, après, ton kiné, il aura un élément de réponse sur, OK, il semblerait que l'entraînement de cette personne-là ait été biaisé plutôt dans cette direction ou dans cette direction. Et simplement aussi, à mon avis, qui est une question qui est sous-cotée, c'est de simplement demander à l'athlète quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Parce que déjà là, il va te donner pas mal d'éléments de réponse sur certainement ce qu'il devrait travailler. Et généralement, ils sont honnêtes et ils savent que, ouais, tu sais quoi, je devrais certainement C'est travailler un vrai, peu ouais. plus Mm. X, Y ou Z, mais je le fais pas trop. Et du coup, si ça vient d'eux en plus de ça, donc là, sans même parler de l'aspect pratique et programmation, au niveau psychologique, si tu leur fais dire ce qu'ils ont besoin de travailler,
Enfin, je veux dire, ça fait partie de mon, entre guillemets, mon processus de vente avec des clients. C'est en gros, sur la fin de l'entretien, je leur demande toujours, à ton avis, quelles sont les étapes que tu dois entreprendre pour réussir, pour atteindre tes objectifs. Et c'est eux qui vont me dire exactement ce dont ils ont besoin. Après qu'on ait discuté, que je les ai légèrement orientés pendant la conversation pour établir leurs objectifs, établir leurs forces, leurs faiblesses, ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils aiment bien faire, ce qu'ils n'aiment pas faire. Et avec tout ça, en général, ils vont te donner un plan qui est plus ou moins cohérent déjà par rapport à ce dont ils ont besoin, de leur point de vue, qui prend en compte les éléments que toi, tu as pu peut-être retirer du chapeau un petit peu avec tes questions et ton orientation de la conversation. Donc, je pense que déjà là, et après, on pourra bien sûr parler du test pour certainement un moyen de quantification, mais déjà, je pense avec ces différents éléments, un questionnaire, des profils types et le questionnaire qui va peut-être un peu plus en détail sur voilà, ce que la personne aime faire, ce qu'elle n'aime pas faire, pourquoi elle est forte ou ses points forts et ses points faibles, en se focalisant peut-être sur le conditionnement, si c'est ça vraiment le but, l'objectif de ce questionnaire. Je pense que déjà, tu as 90% du travail qui est fait. Ouais, mais déjà, tu vois, c'est énorme parce que, comme je te disais, c'est pas non plus que ça le boulot du kiné, donc ils n'ont pas Bien forcément le sûr. temps. Et aussi, tu vois, le rapport à l'argent aussi, parce que forcément, une séance, tu peux pas la faire durer non plus des plombes, parce que voilà, c'est payé ce que c'est payé. Donc déjà, tu vois, s'ils arrivent à faire ça, c'est énorme. Alors, Ok, bon, ça, c'est très je te intéressant. dirais, le Ouais. questionnaire, il se fait en amont. Tu vois, s'il est bien Oui, écrit, bien sûr, il bien n'est sûr. pas fait en présentiel, donc tu ne perds pas une minute. Et s'il est bien écrit, bien Mm, formulé, en pensant à toutes les éventualités pour faire en sorte que tu aies les réponses que tu veux, parce que les questions vagues, ben, on sait ce que ça donne en termes de réponses. Donc, si c'est mm. bien formulé, eh ben, euh, le moment où la personne ou l'athlète arrive au cabinet, eh ben, vous avez déjà toutes les réponses pour décider peut-être quel test utiliser pour cette personne selon les besoins et ensuite commencer à orienter le travail. Ouais, puis ça, c'est facile à faire en plus. Enfin, moi, je peux le faire pour eux et question fermée, question ouverte, ça peut être facile à faire. Ça, Exactement. c'est pas trop problématique. Tu vois, justement, en fait, moi, c'est quelque chose que je fais à l'oral avec Mhm. mes patients ou mes clients. Mais ça fait longtemps que je fais ça, donc pour moi, c'est un peu inné, on va dire. Et tu vois, vraiment, j'arrivais pas à me dire comment j'allais leur faire à eux, sachant que c'est potentiellement nouveau pour eux Ouais. et qu'ils n'ont pas l'expérience et que forcément, même si c'est un truc que j'aime pas faire, tu vois, les gens, au bout d'un moment, des fois, il faut leur donner une recette, on va dire, pour qu'après, ils se l'approprient. Même si, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime pas faire. J'aime bien que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Mais quand tu viens en formation, souvent, c'est pas ça que tu cherches. Enfin, ce que les gens ne, c'est pas ça que les gens cherchent. Ils aiment pas trop, Après, trop, trop réfléchir non plus. ils vont devoir réfléchir un petit peu sur l'application C'est de sûr, la bien programmation, sûr. de qu'est-ce qu'ils doivent faire en travail de conditionnement. Mais je pense que ça, une valeur ajoutée assez conséquente que tu peux leur apporter en disant, là, voilà, il y a un questionnaire, tu copies le questionnaire, et il y a des moyens de, je sais pas, tu es familier avec tout ce qui est du Google Drive et Google Sheets, Google Forms, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc parce qu'il y a des moyens assez simples Bien sûr. d'intégrer ça avec un formulaire qui ensuite autopopule une grille Google Sheets et qui te permet de recenser tous les résultats. Et ensuite, tu peux même aller plus loin avec des copier-coller qui t'organisent quelque chose sur une fiche, sur un profil, par exemple, qui te sort une fiche PDF, Mm. simplement en te disant, ben, si tes résultats ils sortent tous sur une ligne et que tu as la date, le nom, l'email, réponse à la question 1, réponse à la question 2, etc., tu peux faire une deuxième fiche. Et ça, c'est encore une chose que tu pourrais faire pour eux en leur faisant une fiche de profil de l'athlète, donc sur leur historique d'entraînement, sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire. Et en gros, ils n'ont qu'à copier-coller cette ligne de data dans cette fiche que tu leur as créée. Et avec ça, ils peuvent juste cliquer sur imprimer ou exporter en PDF. Et ils ont une fiche avec le profil complet de l'athlète avec laquelle ils peuvent travailler directement et déjà commencer à poser des questions sur OK, où est-ce que je dois orienter le travail par rapport à ce dont ils ont besoin, etc. etc. Et je pense qu'il y a, voilà, je vais peut-être un peu trop loin, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à développer de ce côté-là si on veut automatiser, simplifier et voilà, faire avancer un petit peu les choses et faire en sorte que ce travail qui n'est pas toujours le plus enrichissant, on va dire, passe presque inaperçu, mais quand même permettre de ressortir les meilleures informations. Ouais, c'est clair. Ok. Ok, bon, parfait pour ça. Nickel. Ok, bon, ça, c'est faisable, hein. Franchement, ouais, ça, c'est bien, ça. Nickel.
Ok. Parfait, parfait, parfait. Donc déjà, ça donne des idées de quelle, dire ça entre gros guillemets, hein, quelle filière travailler, tu as compris, quelle zone travailler plutôt. Du coup, comment faire, tu vois, si forcément ils vont tous avoir du matériel différent en termes d'ergo ou en termes de. Il y en a certains qui n'auront même pas d'ergo, mais bon, là, ça va être un peu plus chiant. Mais Ils comment auront, tu ferais, toi, pour. est-ce qu'ils auraient Ouais, tous un dis-moi. tapis ou un vélo au minimum? Ils ont tous un vélo, c'est sûr. Enfin, Ouais, normalement, ils ont tous un vélo. ouais. Après, les gens peuvent courir, tu vois. Enfin, les gens peuvent aller courir, sachant que ce sera moins bien calibré parce qu'il y a tous les aléas de la course extérieure. Mais voilà, et au moins, ils n'ont pas l'excuse de dire le patient, il ne peut pas courir, quoi. Le patient, il peut courir. Sauf si c'est là, en l'occurrence, on parle de l'épaule. Donc, ce n'est pas C'est ce une que j'allais blessure qui dire. va t'empêcher de courir. Dans quelle mesure est-ce que la blessure serait, tu vois, entraverait le travail potentiel de test, surtout si on parle de tests sous maximo, maximo, Bien sûr. ou les deux, donc à voir dans ce contexte-là. Je pense que avec l'épaule en tête, alors bien sûr, ça dépend. Ça va aussi, je pense, dépendre de est-ce que c'est du travail que l'athlète va ensuite effectuer dans le cabinet en question, ou est-ce que c'est Pas du travail forcément. qui sera donné en Pas autonomie à faire à forcément. l'extérieur? Ouais. Je pense que les deux sont intéressants en fait. À l'heure actuelle, tu vois, en France, les kinés ils sont très autonomie du patient, etc., pour le rendre proactif dans sa rééducation. Mhm. Donc il y a tout intérêt à faire des trucs à l'extérieur, sachant qu'encore une fois, d'un point de vue financier, tu ne peux pas garder les gens non plus 4 heures Bien sûr. au cabinet parce que c'est pas faisable. Enfin, quand tu as un grand cabinet, ça va. Quand tu es à la campagne, on va dire comme nous, c'est plus facile. Mais ceux qui bossent à Paris, etc., c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place déjà. Donc, tu vois, c'est un peu plus complexe. Mhm. OK. Donc, on parle soit, donc pour, je pense, les plus simples, hein, ça va être quelque chose à pied ou quelque chose à vélo. Euh, Ouais. et je pense que ça doit être décidé dans le contexte de à quoi l'athlète va avoir accès pendant sa réathlétisation, Ok. plutôt que de l'imposer par rapport à l'outil qui est disponible Bien sûr. au cabinet. Et ensuite, il y a comme tu le sais, hein, je suis très, à l'heure actuelle, axé travail d'endurance, que ce soit spécifique pour un sport ou général. Et dans les deux cas, à mon avis, ces histoires de seuil restent très intéressantes à quantifier pour quantifier des progrès. Et donc, dans ce cadre-là, l'idée, ce serait trouver des tests qui sont simples à mettre en place pour potentiellement évaluer ces deux points d'inflexion importants pour ensuite pouvoir les retester à l'avenir. J'imagine que c'est ça, ou est-ce que c'est vraiment uniquement pour orienter le travail? Pas que ce soit mauvais, mais j'imagine qu'il y a peut-être pas non plus l'opportunité toujours de faire un retest avant que l'athlète reparte et tu vois, parce que en plus, si on parle de l'épaule, le conditionnement n'est pas nécessairement directement lié à la réathlétisation de l'épaule. Donc, comment tu entrevois le truc? Tu vois, après, personnellement, si je te parle personnellement, je vais te dire que si, pour moi, un retest, c'est important parce que si, Mhm. d'un point de vue énergétique, le gars, il est cuit, il est cuit trop tôt par rapport à ce que son sport lui impose, il prend un risque de se blesser, même si c'est sur l'épaule, il prend un risque de se blesser parce qu'il va être moins vigilant, etc. Donc, pour moi, c'est important. Après, je pense qu'il y a 50% qui vont le faire, 50% qui ne vont pas le faire. Mhm. Donc, je pense que c'est quand même important, tu vois, c'est plus précis. Puis même pour moi, tu vois, c'est intéressant pour essayer de bien cadrer dans ma pratique. Il n'y a pas que pour les gens que j'ai formés. Donc, ouais, je pense que le retest est important quand même. D'accord. Alors, je te dirais, et là, c'est clair qu'on est plus sur du travail continu. Donc, à voir si on penserait à un autre test pour le travail intermittent, que ce soit pour un footballeur, un rugbyman ou autre. Mais quoi qu'il arrive, je pense que le plus simple à quantifier sans outils, sans matériel aucun, ça reste la puissance ou la vitesse critique. Donc, et qui peut être fait sur un vélo, qui peut être fait en course à pied et qui ne nécessite. Alors, si tu fais du vélo, il te faut le vélo et un capteur de puissance si tu es en extérieur. Le vélo que tu utiliseras en intérieur, si c'est ça que tu utilises, et normalement, tu as des watts dessus. Et puis en course à pied, tu as juste besoin de la distance, donc une piste ou alors simplement un tracé qui peut être mesuré que ce soit au préalable ou ultérieurement. Et je pense qu'avec déjà ce point-là,
Ça te donne… alors, certes, ça requiert 2 efforts. Donc, ça, ce serait un point faible. Mais en même temps, c'est 2 efforts qui sont courts. Donc, si c'est sur vélo, par exemple, on parle d'un 3 minutes et un 12 minutes, par exemple. Donc, ça, c'est des efforts qui peuvent être effectués sur 2 séances et qui vont normalement pas prendre toute la séance. Donc, ça peut être fait en fin de séance, surtout s'il y a du travail qui est fait sur l'épaule auparavant ou d'autres, qui ne va pas nécessairement gêner cet effort-là. Donc, je pense que ça me semble en tout cas comme être un point de départ intéressant. 2 choses qui viennent en tête par rapport à l'idée de ce test de puissance critique avec 2 tests, ou ce calcul de puissance critique avec 2 tests, et qui va un petit peu dans les 2 sens. Je te dirais, un point faible, c'est que si on veut être absolument correct, on devrait répéter le 3 et le 12 minutes au moins 2 fois chacun pour avoir des valeurs qui soient proches du potentiel de l'athlète, en sachant que si tu ne sais pas te gérer sur un effort de 3 et 12 minutes, même si tu sais te gérer de manière générale, tu peux de toute façon grappiller quelques pourcents sur un retest, simplement en sachant à peu près où tu dois aller. Okay, c'est sûr. Donc ça, c'est le premier truc. Fait, une fois que tu as déjà fait. Donc ça, c'est un point entre guillemets négatif. En même temps, je te dirais que si c'est un athlète avec lequel tu n'auras pas beaucoup de temps de travailler ou qui n'aura pas énormément de temps pour travailler avec, ça te donnera peut-être une légère sous-estimation du test la première fois. Et après une certaine période de travail, 4, 8, 12 semaines, eh ben, tu peux être quasiment certain qu'il va y avoir des progrès, en tout cas sur le test, étant donné que ce sera la 2e fois que l'athlète performera ces tests-là. Donc, voilà, donc c'est pas… Si on parle d'exactitude, ben, c'est clair que le faire une seule fois, ce n'est pas idéal, mais ça donne un point de départ, à mon avis. Et quitte à ce que ce soit un petit peu sous-estimé, ce n'est pas si mal non plus. Parce que ensuite, ce qu'on peut faire, parce que je pensais, pendant qu'on parlait de tout ça, je pensais ensuite à cette idée du premier seuil, qui va être difficile à quantifier exactement sans valeur de lactatémie ou de ventilation ou d'oxymétrie musculaire. Par contre, ce qui est tout à fait faisable, et ça, c'est soit sur la base de ce premier test et ce calcul de puissance et de vitesse critique, soit on prend un pourcentage, une estimation pour ce premier seuil qu'on peut tout à fait faire, soit si on veut aller plus loin, on prend cette estimation basée sur le seuil critique pour faire un 2e petit test. Et là, en gros, ce sera avec le RPE et ensuite avec l'aisance respiratoire et le talk test, si tu veux. Et donc là, ça peut être sur un petit test incrémental qui peut être fait, encore une fois, avec le kiné à ce moment-là. Donc, en sachant qu'en général, ton premier seuil va se trouver entre, si je ne me trompe pas, entre 60 et 72-75% pour les meilleurs de ta puissance ou de ta vitesse critique. Okay, entre 60 et 75%. Okay. De ta puissance ou de ta vitesse critique, c'est là où en général va se trouver ton premier seuil. Ce qui est très, très large, hein, et pour donner, peut-être pour contextualiser un petit peu, pour te donner des chiffres là-dessus. Donc, si on prend ma puissance critique à 280 watts, si je prends 75%, ça me le met à 210. Et si je prends 60%, ça me fait 170. Donc, ça fait une différence quand même. Ça fait quand même un spectre assez large. Cela étant dit, on pourrait même aller jusqu'à, parce que je pense que là-dessus, il n'y aura pas d'effet négatif en fait, c'est de prendre une valeur conservatrice par rapport à ce test de puissance critique pour estimer ce premier seuil sans même faire, donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit, sans même faire un test incrémental et simplement se dire que quand on va donner soit une vitesse de course, soit une puissance sur le vélo pour que la personne fasse son travail d'endurance fondamentale, on n'a pas besoin d'être au seuil 1. Tu vois, si tu fais du travail au seuil, donc zone 4, puissance critique, vitesse critique, là, il faut être dans les parages, il faut être dessus. Quand tu travailles en zone 2, c'est ta limite supérieure, ce premier seuil. Donc, tu n'as pas de gros désavantage à être 30 watts en dessous. Parce que le travail, il est fait. Et ce n'est pas les 10 watts de plus et ce n'est pas le fait d'être juste pile poil sur son premier seuil qui va faire que le travail soit bénéfique. De toute façon, on sait que ce premier seuil, il va bouger selon la méthode d'analyse qu'on utilise.
si tu utilises un lactate de 0,3 au-dessus de baseline ou 1 au-dessus de baseline ou 2 millimoles fixe, toutes ces valeurs-là vont bien sûr avoir un impact sur où se place ce premier seuil. Donc, au final, c'est juste se dire… Et puis même en fonction de ta fatigue et tout, ça joue, quoi. Exactement. Et donc, le plus important, si les kinés vont prescrire du travail d'endurance fondamentale à leurs athlètes, le plus important, c'est juste qu'ils ne dépassent pas ce seuil. Donc, autant prendre une mesure légèrement conservatrice et dire, tu vas travailler à cette puissance-là. Et en donnant peut-être une marge de 10 watts au-dessus. Mais comme ça, tu sais que quoi qu'il arrive, ils ne vont pas aller au-delà de ce premier seuil parce que le travail a été fait de manière conservatrice. Tu vois ce que je veux dire? Et après, c'est tout à fait… Et je pense que ça peut être ensuite validé au travers des 2-3 premiers entraînements de la personne, notamment sur ce travail de basse intensité, s'il doit être effectué. C'est-à-dire que la personne va faire le travail à l'intensité donnée, donc que ce soit puissance ou vitesse, et va faire un retour ensuite à ton kiné sur voilà, quel était le ressenti de la séance. Effort sur 10. Est-ce que tu pouvais maintenir une conversation? Est-ce que tu étais fatigué après? Et ça va te donner une indication sur voilà, est-ce qu'on était dans les parages, est-ce qu'on était dans la bonne intensité cible. Ça devrait en tout cas pas dépasser les 5 sur 10 en termes d'effort. On devrait maintenir une aisance respiratoire. Donc, si la personne ne pouvait pas maintenir une conversation, on sait que c'était un petit peu trop vite ou un petit peu trop fort. Si après, c'est un 2 sur 10 et que la personne disait je peux faire ça toute la journée, c'est peut-être légèrement trop bas. Donc là, on peut recalibrer légèrement vers le haut. Donc, je pense que utiliser une estimation, c'est entre guillemets jamais… Alors, c'est pas parfait, c'est pas la méthode que je privilégierais, mais dans un souci de logistique et de simplicité, c'est clair qu'on va essayer d'aller au plus simple. Et ensuite, on va peut-être simplement devoir faire un ou deux ajustements au fur et à mesure si on voit qu'on n'est pas tout à fait là où on voulait être par rapport à l'effet qu'on recherche. Ok, ça marche. Combien de temps tu ferais passer la personne par semaine dans cette zone-là? C'est là où, encore une fois, le contexte du sportif va être extrêmement important. Parce que s'ils n'en ont jamais fait, avec 2 fois… Alors, potentiellement, moi, je te dis, en France, la plupart des gens, ils n'en ont jamais fait. Enfin, ils n'en ont jamais fait. Ils en font en dilettante 1 fois par mois, quoi. Voilà. Donc, je pense que si tu commences avec 2 fois 30 à 40 minutes par semaine, et ça, c'est peut-être même à la tête du client, selon son niveau d'engagement, parce que ça va bien sûr avoir un impact. Le fait d'effectuer le programme, de se tenir au plan, va bien sûr avoir un effet. Et donc, si la personne est extrêmement réticente à ce genre de travail, on a peut-être avantage à commencer avec une dose plus petite pour simplement que la personne y prenne goût et commence à construire cette habitude dans leur plan de semaine. Alors que quelqu'un qui est plus engagé tolérera de toute façon ce travail et pourra en faire plus d'entrée de jeu. Donc, je te dirais, le grand minimum, ça va être 20 minutes 2 fois par semaine. Mais on peut commencer avec jusqu'à 40 minutes 2 fois par semaine, je pense, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui est partant pour le faire. Et après, ce qui peut être très simple comme progression, c'est se dire on va augmenter de 10% par semaine le volume total. Donc, si on le fait en minutes, voilà, très, très simple. Et là, bien sûr, après, si on parle de planification, c'est clair qu'il y a peut-être des opportunités de baisser un petit peu ce volume après un certain nombre de semaines. Mais de manière générale, et de ce que j'ai vu pour les gens qui n'en font jamais, rien que de faire 2 fois 30 ou 40 minutes par semaine, ça peut vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses. Que ce soit un crossfitter, que ce soit un combattant en MMA, que ce soit un sport. Alors, en général, tu vois, les sportifs d'endurance, ils vont faire ce genre de travail parce qu'ils savent que c'est important. En général, ils le font trop vite. Ça, c'est une vérité aussi. Tu vois, 60-70% des gens que je fais passer au profilage, leur zone 2 qu'ils utilisaient était trop haute par rapport à ce qu'ils devraient faire par rapport à leur physiologie actuelle. Donc, de les faire ralentir un petit peu, ça ne leur fera pas de mal non plus. Mais ça, encore une fois, c'est à voir selon la personne. Mais en général, pour les personnes qui n'en font pas, je peux te dire que 2 fois par semaine, 30 à 40 minutes,
avec une légère augmentation du volume en progressif. Déjà, avec ce travail de base, sur 8 semaines, tu vas voir des résultats qui sont assez bluffants. Là, récemment, j'ai un combattant, Kevin, qui a fait le travail. Et sur 2 mois, littéralement 2 mois de travail, à raison de 2 séances d'endurance fondamentale par semaine, il a fait une séance d'intensité de temps en temps, mais ce n'était vraiment pas l'objectif principal. Et si je ne me trompe pas, de mémoire, entre 140 et 180 watts sur le vélo, eh ben, il est passé de l'ordre de 150 BPM à 130 BPM. Donc, il a une réduction de charge interne qui était vraiment, vraiment importante. Et donc, 20 battements sur 2 mois, c'est énorme. Okay, mais de ce qu'il m'a dit, des messages qu'il m'a envoyés, il m'a dit « Sean, les résultats sur le vélo, ça ne reflète même pas ce que je sens dans le ring. » Donc, l'impact sur son sport directement était encore plus conséquent que ce qu'on a pu voir même sur les valeurs de fréquence cardiaque en vélo. Et tu te dirais, ouais, mais tu vois, le vélo, ce n'est pas spécifique à la boxe. Ben non, c'est exactement ça se transfère quand même, quoi. C'est de la prépa physique générale qui est très souvent négligée à l'heure actuelle, surtout par les sportifs qui veulent se donner, qui veulent progresser, mais qui peut-être pensent trop sport et pas assez, je dois me développer de manière générale en tant qu'athlète. Donc voilà, je commencerai avec ça 2 fois par semaine, entre 20 et 40 minutes selon la tête du client, et ensuite progression de 10% par semaine. Okay. Si je te coupe là-dessus vite fait, moi j'ai bien compris parce que je les ai toutes poncées tes vidéos là-dessus, mais comment tu ferais un résumé simple, vraiment pas prise de tête, tu vois, pour leur expliquer les avantages du travail en zone 2, vraiment à quoi ça sert et quels sont les avantages simples, tu vois, vraiment. Ouais, avantage premier que je dirais, c'est que c'est du travail entre guillemets gratuit parce que ça rajoute quasiment aucune charge d'entraînement en termes de fatigue nerveuse. Donc ça, c'est déjà un truc, c'est ouais, mais je m'entraîne déjà beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, ça va faire trop et j'ai pas envie de remplacer ce que je fais déjà. Eh ben, normalement, ils n'ont pas besoin de le faire dans le sens où c'est pas du travail qui va leur coûter beaucoup entre guillemets. Et en plus de ça, c'est du travail qui va ensuite aller soutenir leur travail de haute intensité. Donc en général, les gens qui font pas de basse intensité, c'est parce qu'ils font beaucoup de haute intensité. Et ils jurent que par ça, et soit parce que c'est leur sport, soit c'est la culture de leur club, de leur pratique, etc. etc. Et donc, ce travail de basse intensité va venir soutenir, c'est pour ça qu'on appelle ça la base, soutenir le travail de haute intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire meilleure tolérance à l'intensité et au volume, meilleure récupération entre les efforts de haute intensité, meilleure récupération générale sur la semaine. Donc, en gros, la carotte, c'est si tu fais ce travail correctement, eh ben, dans quelques mois, tu pourras tolérer 1 ou 2 entraînements de plus par semaine dans ta discipline. Et on sait que, et je fais souvent ce parallèle pour le lier à la performance, la personne qui s'entraîne le plus à sa discipline compétitive aura le plus de chances de gagner. Et donc, en gros, c'est un pas encore retiré de ça, c'est se dire le travail de zone 2 va me permettre de faire plus de travail spécifique pour mon sport, qui va ensuite me permettre de mieux performer dans mon sport. Donc, en gros, l'effet, il n'est pas directement sur la compétition. Alors, il l'est, mais tu n'as même pas besoin de le noter pour les athlètes. En général, tu leur dis simplement, en gros, ça va te permettre de t'entraîner plus. Et en général, avec ça, c'est déjà un atout qui est considérable. Je pense que si tu veux garder simple, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Après, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je pense les bienfaits, encore une fois, au niveau nerveux, donc de la branche parasympathique et de sa dominance, si on veut bien. Donc, pour certains, elle est inexistante du fait qu'ils sont tout le temps dans le sympathique. Et simplement, justement, de leur donner cette variabilité autonomique, si tu veux l'appeler comme ça, de se dire, non, maintenant, tu as les 2 options. Maintenant, tu sais comment aller all out, mais tu sais aussi comment switcher sur off, te régénérer, te reposer, être plus efficient et ça te permettre ensuite de mieux repartir. C'est intéressant, ça fait du lien parce que ça, j'en parle pas mal avec la respiration, tu vois, le travail respiratoire. Ouais. Donc ça, tu peux en parler au niveau nerveux. Je pense au niveau métabolique, si tu veux aller dans ce domaine-là, tu peux parler au niveau efficience, donc au niveau oxydation des graisses. Parce que, et là aussi, on peut parler d'une certaine flexibilité métabolique, dans le sens où tu veux pouvoir utiliser des graisses quand c'est nécessaire, donc à basse intensité pendant ta récupération, et tu veux pouvoir utiliser des sucres
et produire beaucoup de puissance le moment venu aussi quand tu en as besoin. Mais si tu n'as jamais développé ta capacité à oxyder des graisses, eh ben, ton corps, il ne le fait pas juste naturellement. Il faut passer du temps pour développer cette qualité-là. Et ce travail de zone 2, s'il est bien fait à la bonne intensité, va développer ces qualités métaboliques-là. Ensuite, tu as le côté capillaire qui est extrêmement important, qui est certainement un des plus importants à mon avis de manière générale, parce que passer du temps avec du flux, et je crois que c'est quelqu'un m'avait aidé avec un commentaire récemment, the shear force sur les vaisseaux sanguins, c'est la force de cisaillement, si je ne me trompe pas en français, en gros qui applique une pression sur les murs, les parois en fait, de la tuyauterie, si on veut bien, qui porte le sang de notre cœur vers nos organes vitaux et vers la périphérie, vers les muscles moteurs qui vont en avoir besoin. Et c'est cette force-là qui va créer plus de capillaires, donc les petits tuyaux qui sont en contact avec les fibres musculaires, qui permettent l'échange entre le sang et le muscle. Et en gros, c'est l'idée d'une surface d'échange. Plus ta surface d'échange est grande et plus tu vas être efficient. Et ça, ils ont fait des études où, au travers d'augmentation du flux sanguin, sans nécessairement augmenter le travail musculaire, mais juste en augmentant le flux sanguin, et il me semble que c'était avec une intervention avec des produits pharmacologiques, dans le cadre d'une étude, bien sûr. En augmentant le flux sanguin, tu avais une augmentation de la capillarisation, donc plus de capillaires, et par là même, tu avais une réduction du flux sanguin nécessaire pour une intensité donnée. C'est-à-dire qu'avec une plus grande surface d'échange, pour une même quantité de travail, tu as besoin de moins de sang. Donc, tu économises, en gros, tu économises du sang parce que tu es plus efficient au niveau de cet échange-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as plus de sang pour soit aller plus fort, soit pour le redistribuer autre part quand tu en as besoin. Donc, au niveau de l'efficience, c'est extrêmement important, cette idée de capillarisation et de développement du réseau capillaire, développement de la vasodilatation, de la capacité vasodilatoire de notre tuyauterie, qui est un des facteurs qui différencie vraiment les athlètes élites en endurance et les autres. En gros, c'est dans quelle mesure tu arrives à ouvrir tes tuyaux pour laisser passer plus de sang. Et ça, encore une fois, ça se développe avec le temps. Ça se développe avec le temps et avec le flux continu qui, encore une fois, est une des qualités de ce travail de zone 2, on va dire. Ok, parfait. Ouais, ça, c'est 4 points, hein, c'est nickel. Si jamais il me pose la question, moi, je vois ça sur du long terme, donc j'aurais du mal à répondre un chiffre précis, mais combien de temps minimum, enfin combien de semaines minimum il faut de travail pour vraiment avoir des résultats, sachant que moi, si on me pose cette question, je vais répondre toute ta vie en fait, parce que c'est quelque chose qui est important quoi qu'il arrive. Ouais. Mais encore une fois, ils aiment bien avoir des périodes. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je pense que je reprends le cas de Kevin, qui est combattant donc en MMA, qui faisait zéro basse intensité avant. Et lui m'a dit que dès la deuxième semaine, il a commencé à sentir les bienfaits. Mais c'est certainement parce qu'il était simplement extrêmement déficient dans ce type de travail. D'accord? Là où peut-être un footeux qui va faire des joggings de temps en temps, et puis qui quand même passe beaucoup de temps sur le terrain où tu n'es pas nécessairement en sprint. Donc, il y a certainement plus d'opportunités pour des sportifs co, par exemple, d'avoir ce travail de basse intensité, même s'ils ne le font pas de manière spécifique. Donc, ça va dépendre du profil. Mais donc, pour quelqu'un qui est vraiment genre pied au plancher tout le temps et qui fait que ça et qui ne se repose jamais, je pense assez rapidement. Mais de manière générale, je dirais que 8 semaines, je pense que c'est un bon chiffre à donner. Faut se dire que c'est des adaptations adaptations structurelles. Ok, donc tu dois changer, Ça prend du temps, forcément. tu dois changer la structure de tes mitochondries. Tu dois créer plus de mitochondries, développer ce réseau mitochondrial au sein de tes fibres musculaires. Ça prend du temps. Tu dois développer ce réseau capillaire, cette vasodilatation, ça prend du flux et ça prend du temps. Les adaptations centrales au niveau nerveuse, encore une fois, ça peut bouger assez vite de ce côté-là, mais ça prend aussi du temps. Enfin, moi, je le vois en ayant commencé vraiment à sérieusement travailler ce volume de zone 2 en septembre. Et si je regarde ma fréquence cardiaque au repos, je suis passé d'une moyenne de 53, 4, 5 au repos. Maintenant, si je suis bien reposé, je suis plutôt aux alentours de 47, 48. Donc, un battement par mois.
Tu vois, donc sur des valeurs au repos, tu ne le vois pas en une semaine, tu ne le vois pas en 3 semaines. C'est vraiment sur le long terme que tu vas voir ces effets-là au niveau centraux. Et encore une fois, c'est des adaptations qui sont principalement structurelles, donc elles prennent plus de temps que d'autres qui peuvent être beaucoup plus rapides à se manifester. Ok, parfait. Parfait. En termes d'instruction de respiratoire, là-dessus, sachant que là, c'est clair, ils ne pourront pas bosser avec un Spiro Tiger ou un Power Breath, peu importe, ça, ils ne le feront pas, c'est sûr. Enfin, certains peut-être, mais ça devient trop complexe. Qu'est-ce que tu donnerais comme instruction? Alors, tu devrais pouvoir, ce travail de zone 2, tu devrais pouvoir le faire en respiration nasale si tu voulais. Si tu n'arrives pas à le faire en respiration nasale, tu es certainement trop vite ou trop fort. Mais au-delà de ça, je dirais, tu peux donner l'option dans le sens où ce n'est pas nécessaire de respirer par le nez. Par contre, ce qui est nécessaire de mettre en avant, ça va être une respiration profonde et lente. Donc, essayer de maximiser le volume sur chaque respiration et essayer de minimiser le nombre de respirations par minute. Et ça, si la personne demande pourquoi, il y a 3 très bonnes raisons de le faire. La première, c'est l'idée de l'espace mort. Donc, qui est cet espace d'air, ce volume d'air d'environ 150 à 200 millilitres qui, à chaque respiration, ne va pas en fait pouvoir toucher les alvéoles. Et donc, c'est du volume de perdu, entre guillemets. Donc, dans la conduite, dans la trachée, dans le haut des bronches, ce volume d'air ne touche pas les alvéoles et donc ne sert à rien, entre guillemets. Et donc, si tu respires 10 fois par minute, respiration donc très très lente, eh ben, tu vas entre guillemets gaspiller entre 1,5 litre et 2 litres. Mais si tu respires à 30 respirations minutes, eh ben, tu peux tripler ce volume d'air que tu bouges. Donc, c'est très inefficient déjà pour commencer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, surface d'échange. On en revient à ça, mais au niveau du poumon. Si tu prends juste un tout petit peu d'air, eh ben, il va aller où cet air? Il va rester en haut. OK? Et tu ne vas pas pouvoir bénéficier ou tirer profit de toute la surface de tes poumons pour effectuer ce meilleur échange gazeux au niveau des alvéoles. Donc, en gros, plus tu as d'air qui va toucher des alvéoles, mieux, plus tu vas être efficient. C'est la même idée que le niveau capillaire. Okay, et donc, si tu remplis plus tes poumons, et là, donc, ça passe peut-être par 3 minutes avec le kiné à simplement comprendre ce que c'est une respiration en utilisant son diaphragme pour s'assurer que la personne sache respirer. Alors que si elle respire tout avec les épaules, ben on sait que l'air il va plutôt vers le haut, alors qu'on veut vers le bas et vers l'arrière et vers les côtés. Donc ça peut être même un petit schéma qui est sur, si c'est une feuille d'instruction ou un document que la personne reçoit, un petit schéma d'un buste avec la tête où tu as des flèches rouges qui vont vers le haut et vers l'avant, parce que c'est là où en général les gens respirent, c'est-à-dire avec les épaules et avec le torse vers l'avant. Et au contraire, si on peut privilégier une respiration au niveau postérieur et au niveau du diaphragme, donc vers le bas, et également, mais ça peut-être c'est un paramètre de trop, donc on peut rester avec les autres, mais si on veut développer plus loin vers les côtés aussi, respiration à 360 degrés. Donc là, on a moyen d'optimiser un petit peu notre mécanique respiratoire. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui prend 1 ou 2 minutes avec le kiné pour donner quelques précisions à la personne. Mais je pense aussi que c'est une plus-value qui est super importante. Pas assez de monde parle de ça. Donc, je pense de l'approcher, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je reviens à mes 3 bénéfices de la respiration lente et profonde. La deuxième étant la surface d'échange. La troisième, ça va être au niveau rétention du CO2. Donc, en respirant plus lentement, tu vas avoir une plus grande rétention de CO2. Et ça, on sait que, notamment au niveau vasodilatation, mais surtout au niveau échange, au niveau oxygène, au niveau des capillaires, là, on va être avantagé. C'est-à-dire que plus on retient de CO2, mieux on va pouvoir décharger l'oxygène de l'hémoglobine vers les fibres musculaires. Okay, donc, en gros, par rapport à une quantité d'air qui est inspirée, eh ben, la quantité d'oxygène qu'on va pouvoir en extraire sera plus importante. Donc, en gros, tu as ces 3 axes, si tu veux, ou 3 arguments pour
juste, pas pour justifier, mais pour soutenir l'idée d'avoir des respirations qui sont longues et profondes et moins fréquentes, on va dire. Ok, ok, ok. Parfait pour ça. Nickel. Et encore une fois, nasal ou Ouais. pas, ça dépend de la personne. Ouais, il Il faut qu'il peut, soit capable de le faire, quoi. faut qu'il Faut soit juste qu'il ait capable de la le capacité de le faire, faire. exactement, mais c'est pas la peine de l'imposer. Ok. Tac, ça c'est bon. Hop. Du coup, le test incrémental, là, où tu augmentes la difficulté, Ouais. sur un vélo qui donne les watts, tu le ferais comment exactement, toi? Pour avoir la puissance critique, par exemple. Alors, si on veut faire le test de puissance critique, ce sera avec 2 efforts, un de 3 minutes, un de 12 minutes. Et Mhm. ensuite, je peux t'envoyer, je t'enverrai le lien de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur YouTube sur la puissance critique et j'ai Ok. aussi mis à disposition le calculateur. Donc, en gros, tout ce que tu as rentré, c'est le temps d'effort en secondes. J'ai déjà pré-rentré le 3 minutes et le 12 minutes et les watts moyens sur l'effort. OK? Et en gros, Ok. ça te sort ta puissance critique, une estimation du premier seuil aussi, comme je te l'ai fait avant avec les pourcentages. Et donc, tu Ok. peux sans autre travailler sur cette base-là avec cet athlète et leur donner leur travail de zone 2 ou, si nécessaire, sur la base de leur puissance critique, du travail de plus haute intensité. Ok. Ça marche. Et en course à pied, Du coup, en course ouais, à pied, ça va être avec la vitesse. ça va être, alors non, ça va être la distance et le temps. Ouais. Et Oui. donc là, on est les tests, c'est 1200 mètres et 3600 mètres. Euh, t'es pas obligé de faire ces distances-là, mais c'est celles qui sont préconisées, en tout cas dans les dernières études que j'ai vues. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est le temps en secondes sur ces distances-là pour pouvoir les rentrer dans le calculateur et aussi, par exemple, pareil, sortir la vitesse critique et une estimation du premier seuil en termes de pourcentage de cette vitesse critique. Et là, attends, tes deux tests de course, là, c'est performance max sur 1002 et 3006. C'est ça. Donc, c'est le désavantage de ces tests-là, c'est qu'il faut que l'athlète soit en capacité de faire ses efforts. Hmm. OK? Donc ça, c'est le point faible, on va dire, du test, c'est que c'est des tests maximaux pour trouver un point d'ancrage, entre guillemets, sous-maximal. Euh, Après, ce qui pourrait être fait également, mais ça prend, à mon avis, beaucoup plus de temps. Et donc, malgré le fait que ça puisse être intéressant au niveau logistique, c'est peut-être moins facile à mettre en place. Ce serait de faire un test, en gros, utiliser le même format que ce que j'utilise sur mes tests avec 4 minutes de travail et 1 minute de repos, avec des incréments de soit de vitesse, soit de puissance à chaque palier. Et ensuite, de simplement avoir le RPE de la personne après chaque intervalle, basé Ok. sur une échelle assez simple qui est basée plus ou moins sur les paramètres respiratoires, comment la personne se sent au niveau respiratoire. Et ça, donc ça, je peux te l'envoyer aussi. N'hésite pas à m'envoyer un email si tu veux que je te l'envoie. Ouais, Et ça, pour moi, c'est grave intéressant, mais je pense pour les gens, ça va devenir un peu trop complexe, tu vois. Enfin, c'est ça, ce serait intéressant parce que du coup, avec ça, tu as toute la distribution d'intensité, donc tu pars d'un 1 sur 10, et ça, tu peux même le faire en autorégulé. Tu vois, c'est-à-dire que la personne, tu peux lui dire, ben voilà, là, tu fais un 1 sur 10 sur cette échelle qu'il y a devant toi, donc aisance respiratoire, tu pourrais, tout sauf le repos, en gros, tu pourrais faire ça toute la journée. Il n'y a aucune restriction respiratoire. Comme je te parle là, je devrais pouvoir te parler. Et tu peux le faire en autorégulé avec simplement basé sur les RPE. Donc, ça te donne 10 paliers d'effort. Et tu peux faire ça en cachant les watts, par exemple. Donc, que l'athlète ne mhm. voit pas ses watts pendant l'effort. C'est un peu plus dur à faire sur un tapis, même si tu peux cacher la vitesse et la personne peut ajuster la vitesse selon son ressenti. Euh, et voilà, ça prend juste un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'implication, entre guillemets, de la personne qui met le test en place aussi, parce que je te dirais, il faut le RPE de la personne, mais il faut aussi ensuite euh, vraiment prêter attention à la façon dont elle respire, parce que ça va nous donner des indications sur où il se trouve par rapport à cette distribution d'intensité. Et avec ça, donc te dire jusqu'au moment où elle ne peut plus vraiment tenir une conversation de manière assez aisée. Donc, si tu es en zone 2, tu devrais pouvoir tenir une conversation.
si tu es en haute zone 2, la personne en face saura que tu es en train de faire une activité physique, mais tu devrais pouvoir quand même maintenir une conversation ouverte. Dès le moment où tu ne peux plus faire ça, donc ça c'est simple parce que si tu es au cabinet, tu continues à parler à la personne pendant le test, hein, donc tu peux poser d'autres questions, etc. Et dès le moment où elle ne peut plus maintenir cette conversation, eh ben, tu sais qu'elle est déjà au-delà de ce premier seuil. Et en général, après, voilà, si on veut aller plus loin, là encore une fois, on se dirige pas à pas vers un effort qui est quasi maximal. Mais le deuxième point d'inflexion, c'est en général où la personne perd le contrôle complet de sa respiration, où on passe en général. Donc, en général, le premier seuil, il va se trouver entre un 4 et un 6 sur 10, selon la personne, si tu le fais sur une échelle RPE de 10. Et le deuxième seuil va en général se trouver autour du 8 sur 10. Donc, quand la personne passe d'un 7 à un 8, c'est là en général où tu sais que tu es passé du domaine élevé au domaine sévère, ou en tout cas, tu n'es pas loin d'y passer. Et encore une fois, basé sur l'échelle que j'utilise, qui a des références respiratoires assez précises sur qu'est-ce que tu peux faire au niveau respiratoire, est-ce que tu peux tenir l'intensité facilement, etc. Donc ça peut être quelque chose à mettre en place et je te l'enverrai en référence. J'ai fait une vidéo sur, en gros, les tests intermédiaires que les athlètes peuvent faire suivant un profil avec moi, donc en autonomie, avec le même format, avec les mêmes puissances, les mêmes vitesses, et simplement m'envoyer les données cardiaques. Donc ça, c'est une autre alternative qui, encore une fois, est un petit peu plus impliquée et prend un peu plus de temps. Mais ça, pour un test-retest, ça peut être intéressant dans le sens où tu vas avoir des valeurs cardiaques sur chaque palier de travail. Tu vas ensuite avoir des valeurs de récupération cardiaque aussi sur les minutes de repos. Et tu vas pouvoir comparer ça non seulement aux valeurs cardiaques si tu fais un retest 8-12 semaines plus tard, mais aussi comparer les RPE de la personne et combien de paliers elle a pu compléter. Donc, ça peut être une approche intéressante qui demande plus de temps, est un peu plus impliquée, mais qui apporte plus de pistes du coup pour la personne qui souhaiterait aller un peu plus loin. Ok, alors je dérive justement là-dessus. Ouais. Moi j'ai tout ce qu'il faut pour tester. J'aime bien tester ce que tu me dis. Si jamais je fais ton test sur Mhm. moi, je prends mon polar, je m'enregistre ma fréquence cardiaque, etc. Après, toi, si je t'envoie les données, Mhm. tu peux faire une analyse de ça. Alors, une analyse, Enfin, une analyse, ce que tu m'as dit, quoi. alors oui, dans le sens où tu peux regarder, tu peux assez facilement extraire du test. Par exemple, ce que je fais en tout cas, c'est extraire la dernière minute de chaque intervalle de 4 minutes pour prendre la fréquence cardiaque sur cette Mhm, puissance-là. mhm. Prendre la valeur minimale sur la minute de récupération, et donc ça te donne le delta entre ton max pendant les 4 minutes et ton min pendant la minute, et ensuite le delta te donne ta récupération cardiaque. Ça, encore une fois, sur une fiche Excel, c'est assez facile à faire. Et si tu le fais en amont et que tu as un format et que tu sais comment tu collectes tes données et que tu peux coller un CSV avec des données temporelles et cardiaques, et ben ça, tu peux le faire. Le calcul, il va se faire automatiquement et tu peux sortir un graphique. C'est ce que je fais d'ailleurs avec mes tests de profilage, hein. Je prends le CSV que j'extrais du test avec toutes mes mesures, je le colle dans ma fiche et ensuite ma fiche fait le calcul pour moi. Je ne m'amuse pas à refaire tous les graphiques à chaque fois. Donc, ça prend beaucoup de travail ou du travail en amont, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, après ça, comme je t'ai dit, le RPE qui est matché à chaque intervalle pour la personne, le nombre d'intervalles qu'elle a complété. Et ensuite, quand tu refais le test, tu reprends exactement les mêmes paramètres. Est-ce que ta dernière minute sur chaque intervalle a changé? Est-ce que le nombre de battements que tu as récupéré par minute de repos a changé? Est-ce que le RPE à une intensité donnée a changé? Est-ce que tu as pu compléter plus de paliers que la dernière fois? En sachant que je pense un des intérêts de ce test, c'est que ce n'est pas nécessairement un test qui doit être maximal. Tu peux t'arrêter à justement un 7 ou un 8 sur 10 si la personne ne souhaite pas ou ne peut pas aller sur un effort maximal. Ça peut être… Je note juste parce que je t'ai trouvé la vidéo du test intermédiaire. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ok. Ok, ok. Ça, tu le fais sur quoi comme ergo Idéalement, un ce ergo qui te donne test-là? les watts. Tout ce qu'il faut, Ouais. c'est des watts. Et après, au pire, un chrono à la main pour faire 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Et je peux t'envoyer aussi l'échelle de calibrage pour ces tests-là selon le niveau de la personne, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir à combien de watts tu Ouais, c'est commences sûr. et de Ouais, combien c'est tu sûr. montes. Donc ça, je peux te l'envoyer sans autre aussi.
Donc, ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Sur un rameur, ça se fait quoi? Tout à fait. Ça se fait sur un rameur, Ok. ça se fait sur un vélo, ça se fait sur même un ski erg si tu veux. Bon, avec une épaule en moins, c'est pas toujours facile, mais Ouais, c'est euh, sûr. Mais si sur ton intervalle de 4, au bout d'un moment, la personne, elle arrive plus à maintenir la puissance. bah, c'est que tu es, Tu, déjà dans le tu coupes? 8, 9 ou 10 sur 10 et tu Ouais, coupes. donc Ouais. tu finis. Ok. Voilà. Ouais. Et Ok. encore une fois, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Parce que Hmm. sur un test comme ça, euh, les informations les plus intéressantes vont être les fréquences cardiaques et les RPE sur les 7-8 premiers intervalles. Une fois que tu passes ton seuil de fatigue, donc ta puissance critique ou ta vitesse critique, de toute façon, tu sais que tu te diriges très, très rapidement vers l'échec et qu'il te reste à peu près 2 intervalles de travail. Ça, en général, voilà, tu le sais. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'aller les chercher? Voilà, si la personne est en forme et veut le faire, certes. Si tu veux faire le test un peu plus court ou que la personne ne se sent pas de faire un effort maximal, tu peux sans autre t'arrêter. Et peut-être que ça veut simplement dire que sur le prochain test, elle se sent tellement bien qu'elle fait un palier de plus que sur le premier test, si ce n'est pas une personne qui est Mhm. très en forme. Et donc, même avec ce que j'aime aussi avec ce format, c'est que c'est ajustable au fil du temps. C'est-à-dire que si tu commences très bas, et ben, sur le test suivant, tu peux sans doute commencer au palier numéro 2. Si la personne est beaucoup plus en forme, par exemple, parce que tu pourras toujours trouver les valeurs. Alors, certes, euh, on pourrait dire oui, mais après, ce n'est pas exactement le même test. Non, mais l'argument que je mettrais en avant, c'est qu'un effort de 4 minutes à 100 watts pour un mec de 90 kilos qui est en forme, c'est pas ça qui va le mettre en fatigue tellement que ça va changer les valeurs suivantes. Donc, si tu commences à 125 watts sur le deuxième test parce que tu es trop bas au premier, ça ne va pas changer grand-chose et les valeurs, tu pourras quand même les comparer. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Ça marche. Ok, parfait. Dernière question, du coup, on est d'accord hein, sur tes tests de puissance critique, là, ton test de 3 minutes et 12 minutes, c'est un effort max hein, Ouais, aussi. ouais, Ouais, ok, exactement. ça Donc roule. là, encore une fois, c'est Ouais, donc là, le. faut vraiment se connaître un petit peu quand même pour que ce soit fiable, quoi. Ouais, il faut se connaître, ou en tout cas, comme je t'ai dit, c'est là où ça peut être utile de le faire 2 fois. Ouais, Mais encore une fois, là, après, on rentre dans une contrainte de temps et de ouais, bien sûr, bien logistique sûr. pratique. Ouais. Ok, ça roule. Eh ben, écoute, nickel. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs sur lesquels tu pensais me donner des infos sur ce que je t'ai demandé, mais là, déjà, c'est pas mal, je pense. Ouais, je pense il y a matière à regarder. Je suis en train de juste trouver les vidéos sur la puissance critique, calculateur de puissance, le test intermédiaire. Et puis, je vais te retrouver aussi euh, les données pour le calibrage du test. Euh, Yes. Comme ça, tu auras toutes les infos. À savoir que là, c'est table de calibration pour le vélo. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre ça va changer pour les autres ergos, hein, en sachant qu'en général, les puissances sont un peu plus basses sur le rameur. Alors, Oui, sauf si tu bosses avec quelqu'un qui fait de l'aviron, mais de manière générale, les valeurs vont être plus basses, c'est sûr. malgré le fait que ce soit corps complet. Donc, ça, on pourra en rediscuter si tu as des cas précis. Mais déjà, sur la table de calibration vélo, je pense on est pas mal. Et sur la course à pied, si c'est fait sur course à pied, il faut que ce soit très conservateur aussi. Des paliers d'1 km/h, si on veut faire 8 à 10 paliers, des paliers d'1 km/h, tu vas que les faire avec des gars qui sont super entraînés, qui sont très, très en forme. Et parce qu'en général, ce que je fais maintenant, c'est que je commence soit à 6, soit à 7 km/h, qui va nous permettre d'avoir un jog super lent, hein. C'est vraiment un footing tranquille, pépère. Mais pour la plupart des gens, leur premier seuil, il va se trouver entre 8 et 11 km/h. Tu vois, donc si tu commences à 9 déjà, ben, tu peux être en plein dedans, tu peux déjà être trop haut. Donc, un des trucs que je dirais comme conseil, en tout cas, sur ce genre de test, c'est que tu as meilleur temps de commencer trop bas que de commencer trop haut. Tu peux toujours faire un palier de plus, mais si tu as commencé trop haut, tu ne pourras jamais rattraper ce palier de basse intensité que tu n'as pas fait. Ouais, donc, tu augmentes de 0,5 par 0,5, quoi. Ouais, selon la personne, c'est du 0,5, des fois c'est du 0,6, 0,7. Là, et bon, ça, encore une fois, là, on est un peu en dehors du cadre de la conversation au niveau simplicité, mais ce que je fais moi maintenant, c'est que je demande aux athlètes qui vont venir faire un profilage avec moi de faire leur test 3 et 12 minutes ou 1200 et 3600 en amont, au préalable.
Comme ça, je connais déjà leur seuil de fatigue. Et moi, je prends ça en fait simplement comme palier numéro 8. Et comme ça, je sais Ok. que quasiment à tous les coups, ils vont faire 10 paliers en tout. Et ça me permet d'avoir la distribution complète d'intensité et savoir exactement où se trouve quoi. Ok. Et du Donc, coup, sur les tests de 3 et 12 minutes, là, chacun se gère dans le sens où si tu veux partir à balle, c'est peut-être pas une bonne idée, mais si tu veux partir très fort, tu pars très fort et tu finis moins fort alors, ou sur tu le essaies d'être 3, très constant. bonne question. Sur le 12 minutes, ça va plus être un effort progressif, Mhm. dans le sens où 12 minutes, c'est long quand même. Donc, il ne faut pas partir comme une balle. C'est clair. Mais je dirais que commencer commencer à un bon 7 sur 10 pendant le premier tiers et ensuite gentiment progresser ça vers du 8, 9, 10 sur 10 jusqu'à la fin. Mais si tu peux sortir un sprint à 500 watts sur la dernière minute, c'est que tu n'étais pas assez fort sur les 11 minutes avant. Et au contraire, en fait, sur le 3 minutes, si tu termines en négatif, c'est que tu as bien fait ton test. C'est-à-dire que si Ok. tu es quasiment à bloc pendant 2 minutes et demie et que sur les 30 dernières secondes, tu n'arrives plus à tenir la puissance, là, tu sais que tu as tout donné et que ton test, il était bon, voire très bon. Si tu fais tes 2 minutes 30 et qu'à la fin, tu arrives à taper un monstre sprint pour finir, Ouais, euh, c'est qu'il y a un problème là. c'est que tu n'as pas assez poussé. Donc, le 3 minutes, tu peux finir en négatif. C'est plutôt le signe d'un bon test. Le 12 minutes, tu vas vouloir être un petit peu plus conservateur et progressif, simplement parce que la plupart des gens, ils ne savent pas se gérer. Et du coup, Oui, de toute façon, 12, c'est chaud. ils vont facilement exploser sur un 12 minutes. Ouais. Hmm. Ok, parfait. Vas-y, bah, ça me donne plein de pistes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Nickel. Dernière question. Ouais. Vincent Exartel, il t'en a parlé là, dans son dernier podcast. On a lancé un podcast nous, depuis le début de l'année là, Ouais. où voilà, c'est un par semaine. Il y en a un sur deux, je suis tout seul. Je discute un peu des pensées entrepreneuriales, etc. C'est pas du tout un podcast sur le sport. Enfin, Ouais. ça relie forcément les invités que j'invite, mais Mhm. c'est pas un podcast sur le sport. C'est un podcast plus sur le développement perso, on va dire, et le travail. Mhm. Et j'aimerais t'inviter si tu as le temps, évidemment, c'est pas du tout pressé, Quand parce tu que veux. je trouve que tu colles vraiment au profil. Tu vois, j'ai beaucoup de monde déjà de fait, je les publie que un par semaine, donc j'y vais lentement. Et voilà, j'invite vraiment des gens qui font avancer les choses, qui aident pas mal leur communauté, dans le sens où toi, tu fais énormément de contenu gratuit et du contenu gratuit de grande qualité. Du coup, je trouve que tu aides beaucoup les gens. C'est très intéressant, ta vision des choses. Merci. T'es un expert dans ton domaine, donc c'est super cool. Et voilà, donc si tu as le temps, généralement, c'est un peu long, tu vois. On part sur 1 heure et demie pour vraiment avoir le temps de creuser. On parle pas trop de technique vraiment de travail, tu vois. Parce que moi, je trouve ça c'est intéressant, mais il y a tellement d'autres gens qui le font bien comme toi que je pense que c'est pas notre plus-value à nous, tu vois. Donc, c'est plus de parler de développement, etc. Donc, si ça te chauffe, tu me dis, et puis on essaye de se caler une visio, quoi. Ouais, avec grand plaisir. C'est honnêtement un Et des bah, sujets c'est sympa. qui me passionne le plus à côté Ouais. de tout ce que je fais sur l'entraînement. Et j'ai pas assez, en tout cas à mon goût, j'ai pas assez l'opportunité d'en parler. Donc, Bah, c'est ça, tu vois, surtout les gens qui parlent avec les autres, généralement, tu parles pas trop de toi. c'est ça. Donc, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, sachant que, tu vois, quand tu discutes avec des Vincent ou même Fred, tu vois, Fred ou Jocelyn, peu importe, c'est pas le travail technique, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir leur point de vue sur la vie aussi, tu vois, et Mm. ça, c'est plutôt cool. Et je pense que tu as pas mal de choses à dire là-dessus. Ouais, avec grand plaisir. Du coup, ben, on se capte peut-être par email après. Je vais t'envoyer ces infos Ouais, supplémentaires là. il n'y a pas de problème. Et puis, on se trouve une date avec grand plaisir. Ouais, ce serait plutôt en mai, je pense, tu vois. Ouais, Après, je m'adapte à toi. Moi, ouais, je suis assez libre, donc il n'y a pas de si on souci. le fixe bien en avance, c'est encore mieux parce que mon planning se charge assez vite. Donc, J'imagine. on fait ça avec plaisir. J'imagine. Parfait. Ok, Sean, bah, vas-y, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée à toi. Pareil. Salut. Ciao, Thomas.